chargée de recherche CNRS au sein du laboratoire Histoire des théories linguistiques. Et ses recherches marient, comme donc, le nom de son laboratoire l'indique, linguistique, histoire et philosophie. Elle est également directrice des publications, enfin de la revue qui est d'ailleurs en ligne, Histoire, épistémologie, langage. Donc sur le parcours qui l'a amené aujourd'hui à l'anthropologie de Franz Boas. En fait, elle a commencé par des études de lettres. Elle a fait une maîtrise sur Flaubert, sa thèse sous la direction d'un élève de Méchonique, Gérard Desson. Et elle a publié en 2011 sa thèse remaniée, Émile Benveniste, l'inconscient et le poème, aux éditions Lambert Lucas. Mais pour tout le monde, et pour la postérité, cette année 2011 sera surtout pour tous le fait qu'elle ait rendu accessible à tous et toutes les manuscrits de Benveniste Baudelaire, donc qu'elle a transcrits et qui reproduisent en facsimilé, justement, facsimilé 161 feuillets de Benveniste. Donc tous les linguistes peuvent découvrir l'écriture fine du maître dans ces feuillets qu'elle est allée chercher elle-même en Suisse avec un sac à dos chez le légataire de Benveniste. Donc Chloé est chercheuse et exhume comme ça les manuscrits non publiés. Et elle a fait... Il y en a d'autres qui reposent actuellement, puisqu'il y a d'autres manuscrits de Benveniste sur les langues amérindiennes, sur lesquels elle travaille depuis 2005 aussi. Alors tu viens d'entendre. Oui. Et donc, Benveniste aussi s'est intéressé aux langues amérindiennes. Donc, ce parcours de la littérature à la linguistique et au sujet, bien sûr, avec Benveniste, ce besoin de voir dans la langue autre chose, bien sûr, qu'une approche objective du réel. Elle poursuit donc ses recherches en toute logique avec Franz Boas. Elle a traduit, c'est elle qui a traduit les premiers textes écrits par Boas en anglais dans l'introduction du Handbook of American Indian Languages, qu'elle a traduit avec son mari américain, Andrew Eastman. Et c'est certainement aussi une publication qui l'associe pour toujours et pour tous à des travaux immenses, en fait. Chloé, voilà, le point commun de toutes ces recherches, c'est le titre que vous avez choisi pour votre exposé, c'est le regard, l'incarnation à travers le regard, donc le point de vue de Flaubert à Boas, et là chez Boas. C'est bien ça. C'est le fil conducteur qu'on a discuté ensemble il y a quelques jours. C'est ce qui apparaît. Oui, c'est ça. C'est du point de vue et du sujet. Alors, je vais partager ma présentation. Donc, je me suis demandé en préparant cet exposé, pourquoi s'intéresser à Franz Boas aujourd'hui? Et on peut se dire que l'attrait pour une pensée, pour une entreprise, pour un engagement nous touche personnellement. On peut aimer Flaubert, Debussy, Benveniste, mais ce n'est pas la même chose que d'aimer la tarte au citron, les chats, la randonnée. On peut espérer en fait qu'une pensée échappe à son époque, à ses conditions historiques de production et continue d'être active. Voilà. Une chose est sûre, on compte notamment en France de nombreuses publications récentes concernant Boas et le milieu intellectuel qu'il a lui-même participé à organiser.
des traductions de ces textes et des projets d'édition critique. Et ces manuscrits qui se trouvent à Philadelphie sont numérisés et également très étudiés. Donc, je vous ai mis ici les publications en fait assez récentes. Donc Gods of the Upper Air avec sa traduction qui date le texte date de 2020. L'anthropologie amérindienne qui est une anthologie de textes qui date d'il n'y a pas très longtemps. Un colloque sur Boas qui a été publié, donc le travail du regard, qui est un colloque qui avait eu lieu en 2011, je crois. Et donc un livre tout récemment paru, La parole inouïe, donc de l'écriture d'Isabelle Kalinowski et Camille Joseph. Et je vous ai également mis la première traduction en français d'un livre de Boas, qui est la traduction de l'art primitif, première traduction d'un texte de Boas en 1999 en France. Donc une réception en fait très, 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 très tardive. Donc c'est une traduction de Marie Mosé. Et auparavant, donc aucune traduction. Un des passeurs de la pensée de Boas en France, c'est Claude Lévi-Strauss dès la fin des années 40. Le Lévi-Strauss d'alors retient surtout les réflexions de Boas sur l'inconscient linguistique et ethnologique. Cette notion d'inconscient était pour Lévi-Strauss un argument en faveur de la démarche structuraliste qu'il élaborait alors. Ce qui est inconscient peut être révélé par l'analyse structurale, mais pour le dire vite, cette structure inconsciente révélée scientifiquement, prive le sujet de sa liberté, puisqu'il l'a subie. Elle est un carcan. La démarche de Boas n'est pas une objectivation, mais on va le voir, comme on va le voir, c'est une pensée de la liberté de penser, de devenir et même de devenir autre, car ce n'est pas une pensée de l'identité. Alors, voici le plan qu'on va suivre. Donc, vous voyez donc, des rappels biographiques, le problème des musées, la question, musée sans manque un S, la question de la race, Boas et les textes, et Boas et l'approche des langues. Et donc, vous voyez des photographies dont on parlera un petit peu plus tard. Donc, je vais démarrer cet exposé en disant quelques mots de la période de formation des recherches de Boas. Il est né en 1858, c'est-à-dire un an après Ferdinand de Saussure, à Minden, en Westphalie, c'est-à-dire pas très loin de Hanovre. Il est issu d'une famille juive, mais il le dit lui-même que ce sont surtout les idéaux de la Révolution de 1848 qui exerçaient une influence vive sur sa famille, et que si son père gardait une tendresse pour quelques cérémonies, ses parents avaient brisé les chaînes, shackles, dit-il, du dogme religieux au profit de la liberté intellectuelle. Cette question de la liberté intellectuelle semble l'occuper toute sa vie. C'est du moins ce qu'il dit rétrospectivement en 1938 dans un article paru dans le journal The Nation. En fait, dit-il, tout mon point de vue sur la vie sociale a été déterminé par la question de la manière dont on reconnaît les chaînes que la tradition a déposées sur nous. Quand on les reconnaît, on est aussi capable de les briser. En 1939, il cofonde l'American Committee for Democracy and Intellectual Freedom, dont l'objet est de protéger et d'étendre la liberté intellectuelle, de consolider le précieux héritage de la démocratie américaine, de combattre la propagande, la discrimination et de l'intolérance raciale et religieuse, d'aider nos écoles à devenir les forteresses de la démocratie. Boas étudie à Heidelberg et à Bonn, d'une part la physique et les mathématiques, et d'autre part la géographie, la psychophysiologie, mais aussi la botanique. Il écrit une thèse de doctorat sur la perception des couleurs de l'eau qui allie tous ses points de vue disciplinaires.
Ce qui l'intéresse durablement, c'est le rapport entre le monde objectif et le monde subjectif. Il écrit plus tard différents textes sur la géographie, la situant du côté de la cosmographie conçue par Alexander von Humboldt. Il oppose ainsi les sciences objectives et les sciences subjectives, la géographie étant pour lui un problème de perception qui se rapproche de l'art. C'est le passage que vous voyez ici, que je traduis, mais il existe une autre branche de la géographie égale à celle-ci en valeur, la physionomie de la Terre. Elle ne peut offrir un objet d'étude satisfaisant aux physiciens car son unité est purement subjective et la géographie, en traitant ces sujets, s'approche du domaine de l'art, car les résultats de son étude affectent principalement le sentiment et par conséquent doivent être décrits d'une manière artistique afin de satisfaire le sentiment dans lequel ils ont pris naissance. C'est avec de telles conceptions ou de tels projets de recherche que Boas entreprend son premier séjour d'enquête en se rendant pendant plus d'une année sur l'île de Baffin, qui est située dans l'actuel Nunavut, à grande échelle entre l'extrême nord-est de la baie d'Hudson et l'ouest du Groenland. Vous voyez la carte que Boas avait dessinée pour sa fiancée. Vous voyez la route suivie par le bateau et par le trait à l'intérieur des terres, le projet de route qu'il voulait suivre. Donc il va vivre pendant une année entière comme un Esquimau, dit-il, au milieu des Esquimaux, afin d'étudier la relation entre la relation de cette population à son environnement, la migration des Inuits et leur connaissance de leur environnement. Voici deux extraits de ces carnets. Donc, Et je vais laisser la parole à Rosine pour qu'elle vous parle des enquêtes qu'on a réalisées pendant ces 20 ans. Un texte daté, une lettre à sa fiancée datée du 23 décembre 1883. Anarnitung, c'est un village de Bas-Finland. Me voici de nouveau assis dans l'igloo de Orkeitu, en train de célébrer avec lui une grande fête. Aujourd'hui, Orkeitu a attrapé 2 phoques, et tout le monde à présent en reçoit un morceau. Ne s'agit-il pas là d'une belle coutume parmi ces sauvages qui endurent ensemble la privation, mais qui dans la joie partagent ainsi la nourriture et la boisson quand un gibier a été tué? Je me demande souvent quels avantages notre bonne société possède par rapport à ces sauvages. Et plus je découvre leurs coutumes, plus je vois que nous n'avons aucun fondement pour les regarder de haut et avec mépris. Où, autour de nous, y a-t-il une hospitalité aussi grande qu'ici? Où y a-t-il des gens qui remplissent ainsi n'importe quelle tâche, si volontiers et sans rechigner? Nous ne devrions pas les censurer pour leurs conventions et leurs superstitions, puisque nous, peuple hautement éduqué, sommes relativement bien pires. Autre lettre. Comme tu vois, ma Marie, je suis à présent vraiment un Esquimau. Je vis comme eux, je chasse comme eux et je me compte comme un des hommes de Anarnitung. Qui plus est, je ne mange quasiment aucune nourriture européenne, mais je vis entièrement de phoques et de café. Mais j'ai de grands espoirs de parvenir ainsi à la fin à accumuler mon quota de phoques pour me mettre en route enfin pour Nettiling. Bien que je sois franchement lassée de la chasse aux phoques, je n'ai aucun autre choix, car c'est la seule possibilité d'en obtenir le nombre nécessaire. Alors, vous voyez ici, donc l'image qui est en haut est une photo qui a été prise à son retour en 1884 à Minden, donc une photo en studio où donc il pose comme un Esquimau. Donc, il y a ce travail de représentation et de ressenti de ce que c'est que vivre comme un Esquimau. Et le passage ce que vous voyez, l'extrait de journal, en fait, Boas avait été subventionné pour faire son voyage sur l'île de Baffin par un journal.
et donc il devait raconter ses aventures. Et donc, comme j'ai dit, il s'intéressait à la manière, à la perception de l'environnement par les Esquimaux, et il a récolté ici des représentations qui étaient faites par les autochtones eux-mêmes. Donc, une carte notamment et des dessins à gauche. Donc, Boas retourne en Allemagne donc en 1884, et il travaille auprès de Adolf Bastian et de Rudolf Virchow. Au musée de Berlin, il travaille auprès d'Indiens Bella Kula et il repart rapidement en Amérique. Il est embauché comme rédacteur au journal Science et débute ses enquêtes chez les Kwakwaka'wakw, c'est-à-dire les Kwakiutl, en Colombie-Britannique. Ses enquêtes sont financées en partie par les musées qui lui achètent des objets archéologiques, des squelettes, des textes. Bon, on se rend compte que Boas est acteur de pillage de manière incontestable, et c'est assez douloureux de lire les passages où il doit fouiller dans les villages abandonnés, dans les tombes. Donc, donc vous voyez ici dans les grandes lignes le parcours, le début du parcours de Boas, donc ses enquêtes, son recrutement à l'université Clark. Et donc, on va continuer avec la question des musées. Donc, comme j'ai dit, ces enquêtes sont subventionnées par les musées, et il se retrouve à être embauché par le musée d'histoire naturelle de New York. Et il se retrouve aussi ainsi à mener la critique de la manière d'exposer et d'organiser les objets d'un certain Otis Mason, qui est un ethnologue et qui occupe les fonctions de conservateur auprès du Smithsonian Institute et de son musée, le US National Museum. Pour Boas, Mason met en avant un point de vue fonctionnel et non sémantique, en mettant par exemple côte à côte toutes les sortes de bateaux. Donc c'est ici un exemple. Donc toutes les sortes de bateaux, du modèle réduit, du yacht au canoë inuit. Ce n'est même pas un point de vue technique si on estime qu'une technique est aussi associée à des éléments signifiants et à comprendre dans un contexte culturel. Boas l'écrit dans une tribune du journal Science. Mason projette le modèle des sciences naturelles sur la culture. L'image qui est donnée est celle d'une humanité une et qui a résolu des problèmes de manière diverse, bref, de l'humanité dans ses réalisations et dans une vision forcément évolutionniste. Pour Boas, les objets exposés ne peuvent être compris qu'en tant que signifiants pour une culture donnée, et le musée doit rendre compte de cette signification. Comme les langues qui ne peuvent être étudiées que pour elles-mêmes et en leurs propres termes, comme on le verra plus tard, les objets ne peuvent être compris que dans l'ensemble où ils prennent sens. On peut dire qu'il y a ici une théorie du sens, mais aussi une théorie de la valeur. Donc, je cite les passages d'un article de Science, donc The Occurrence of Similar Inventions in Areas Widely Apart, donc qui est la critique des expositions de Mason. Et il écrit notamment « L'art et le style caractéristiques d'un peuple ne peuvent être compris qu'en étudiant ses productions en tant qu'ensemble. Dans les collections du Musée national, c'est-à-dire les collections de Mason, le caractère si marqué des tribus du nord-ouest de l'Amérique est presque perdu, parce que les objets sont dispersés dans différentes parties du bâtiment et sont exposés
parmi ceux d'autres tribus. Et plus loin, à partir d'une collection d'instruments à cordes, de flûtes ou de tambours de tribus sauvages et d'un orchestre moderne, on ne peut tirer d'autres conclusions que celles que des moyens similaires ont été utilisés par tous les peuples pour faire de la musique. Le caractère de leur musique, qui est le seul objet digne d'être étudié, qui détermine la forme de leurs instruments, ne peut pas être compris à partir des instruments individuels, mais nécessite une collection complète d'une tribu unique. Et enfin, en considérant un seul instrument en dehors de son environnement, sans les autres inventions du peuple auquel il appartient et des autres phénomènes affectant ce peuple et ses productions, nous ne pouvons pas comprendre sa signification. Donc, j'ai souligné dans le texte la notion de meaning et de caractère qui paraît ici importante. Et j'ai ajouté en dessous un passage d'une lettre à Hunt, George Hunt, qui était un de ses collaborateurs pour l'ethnographie Kwakiutl, où il disait qu'il était préférable d'obtenir quelques pièces en moins, mais l'histoire qui leur est propre. Nous ne voulons pas tout perdre et ensuite ne pas savoir ce que les choses signifient. Donc, ce qui est important, ce n'est pas l'objet, mais ce qui est associé à cet objet aussi. Et c'est exactement ce qu'il fera dans le livre qu'il écrit avec George Hunt, donc un livre important qui s'appelle The Social Organization and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians, où les objets très nombreux qui sont reproduits en dessin et avec quelques photographies également, sont accompagnés de récits qui leur donnent une signification et une intelligence. Donc voici le plan décidé par Boas en 1899, donc qui change radicalement puisqu'il décide d'exposer les objets, de faire une galerie des objets de la côte pacifique ouest. Il invente aussi une manière de présenter les choses qui semble un peu étonnante, qui sont les scènes de vie de groupe. Ça paraît un peu étonnant parce qu'on a l'impression de voir des vrais gens dans les vitrines. Mais il veut montrer comme si les personnes, comme si le spectateur observait une scène de vie. Donc ça, c'est un autre diorama. Et donc les photographies que vous avez vues au début, ce sont les photographies de Boas pour le sculpteur, pour qu'il se fasse, le sculpteur des scènes de vie, pour qu'il se fasse une idée, une impression du sentiment de la scène. On passe maintenant à un second point, qui est la contribution de Boas à l'anthropologie physique, et notablement à la manière dont ces résultats et les interprétations ont servi d'arguments scientifiques contre les théories racistes, qu'il s'agisse des populations issues de l'immigration, des Noirs américains ou des populations autochtones. Nous l'avons vu, c'est un engagement de Boas qu'il a dès son départ et qui ne le quittera jamais. Vous voyez en haut, donc c'est son laboratoire à l'université Clark. Donc de 1908 à 1910, Boas est chargé par la Commission pour l'immigration américaine d'un des rapports d'enquête
concernant les effets de l'immigration récente d'Européens du Sud et de l'Est, enquête dont le but était d'établir des faits pour argumenter une limitation de l'immigration. Les résultats et différents rapports sont remis à la Commission entre 1909 et 1910, qui établissent par des mesures anthropométriques de différentes populations immigrées la transformation corporelle qu'il appelle plasticité. Cette notion de plasticité est la continuation des idées défendues par Rudolf Virchow, qu'il a connu à Berlin, qui défendait la mutabilité des cellules. Ce que souligne Boas, c'est l'influence de l'environnement sur le biologique. Surtout, il met à mal toutes les classifications trop fermées, trop identitaires. Ce qui l'intéresse, au contraire, c'est l'histoire, la transformation, le devenir, l'individualité. Toute classification semble comme un début de privation de liberté. On le voit lorsqu'il travaille sur les langues, par exemple, sur les classifications des familles de langues, ce qui ne semble pas l'intéresser. Donc, les résultats de l'enquête demandée par la Commission pour l'immigration sont publiés dans un texte qui s'intitule « Changes in Bodily Forms of Descendants of Immigrants ». Boas participe à d'autres enquêtes, notamment des enquêtes sur les populations autochtones de sang pur et de sang mêlé. Son travail est un engagement auprès des populations américaines et on peut parler par ailleurs, on peut noter qu'il a été invité par W.E.B. Dubois pour parler devant les étudiants noirs américains. Il participe également au premier congrès universel sur la race qui a lieu à Londres en 1911, où il énonce sans détour la plasticité biologique et psychologique et l'influence de l'environnement. C'est le texte que vous avez ici. Je souligne juste la fin. Donc, cette plasticité prouve qu'il est évident que la charge de preuve est déplacée sur ceux qui prétendent à la stabilité absolue des caractéristiques mentales d'un même type dans toutes les conditions possibles où il peut être trouvé. Et enfin, l'ancienne idée de la stabilité absolue des types humains doit cependant être abandonnée et avec elle la croyance en la supériorité héréditaire de certains types sur d'autres. Dans The Mind of Primitive Man, qui est publié en 1911 et qui sera republié à de nombreuses reprises, avec quelques modifications selon les éditions. Donc, c'est un texte qui est publié la même année que le volume du Handbook of American Indian Languages et qui en reprendra une partie de l'argumentation. Boas passe en revue toutes les théories anthropologiques de son époque pour les dénoncer pour la plupart, pour montrer que l'idéologie n'est pas supportée par les preuves. Ce burden of proof, comme il disait dans le texte que nous venons de voir. Alors, on en vient maintenant à la question des textes qui est si importante pour Boas. On l'a vu avec les musées et les recherches d'anthropologie physique. Boas est un collecteur de données et d'objets. Il documente des points de la recherche. Il collecte des objets, il photographie, il y a des enregistrements sur des cylindres de cire, il y a aussi des représentations, de très nombreux dessins, des collectes de textes et de musique. Ces collectes existaient déjà avant Boas, sous l'impulsion d'un autre grand nom de l'anthropologie, le Major Powell, qui, avant Boas, avait planifié les recherches en ethnologie américaine. Mais avec Boas, la collecte des textes devient urgente et nécessaire. Et ses disciples le suivront dans cette démarche.
Ce qui change avec Boas, c'est le travail collaboratif avec des membres de communautés autochtones, et notamment la formation de certains d'entre eux pour qu'ils soient capables d'écrire leur langue et capables de rédiger des contes, des légendes, des mythes et autres. Vous voyez ici tous les nombreuses collections de textes. En fait, c'est peut-être ce que Boas a publié le plus dans sa vie. Et derrière ces collectes, souvent, il y a les noms de ses collaborateurs qui n'apparaissent pas, sauf dans le cas de Hunt, où le nom de Hunt apparaît dans le titre. Donc, voici encore ici, donc c'est un des nombreux exemples de collecte de musique, et vous en trouvez un très grand nombre dans le livre sur l'organisation sociale chez les Kwakiutl, dont je vous ai fait suivre le lien. Donc voici George Hunt, donc, qui est la deuxième personne à gauche, et Boas qui est tout à droite. Le cas de Hunt est connu, hein. Donc c'est son collaborateur le plus connu. Il a collaboré pendant de nombreuses années avec Boas pour le livre The Social Organization and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians et différents volumes de contes et de légendes. On peut dire que Boas promeut l'ethnographie autochtone, et George Hunt et d'autres comme Lewis Shortridge, qui est Tlingit, sont sans aucun doute des ethnologues et des linguistes. Ils ont été en quelque sorte formés par Boas. Le cas de Hunt est intéressant car il apporte des matériaux à l'ethnographie Kwakiutl, mais il est de mère Tlingit et de père anglais. Comme on l'a vu, Boas ne croit pas beaucoup à la race pure, il ne croit sans doute pas trop non plus au texte pur. Et il n'y a pas trop d'incohérence en fait à ce qu'une ethnographie Kwakiutl soit écrite par un Tlingit anglais. Boas n'est pas non plus inconscient du fait qu'un livre de contes ou d'ethnographie écrit par un individu portera une voix individuelle, non la voix d'une culture. La notion d'individualité est importante chez Boas. Dans son livre Primitive Art, il insiste sur l'individualité de l'artiste et la manière dont il est l'inventeur de nouvelles formes. D'autre part, un livre d'ethnographie comme The Social Organization and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians, vous voyez ici un extrait, qui est surtout un livre de narration des cérémonies d'hiver où il est notamment question de cannibalisme, est plein de voix mélangées, ce qui fait le style de l'anthropologie boasienne. Un entremêlement de temps et de narration qui fait qu'on est soi-même spectateur en lisant le récit. C'est une des grandes nouveautés de l'ethnologie d'inclure la voix de l'ethnographe et la voix des individus autochtones. On voit déjà ici une ambition de Boas qui est fondamentale pour l'ethnologie qui suivra, rendre compte de la vision indienne, c'est-à-dire faire l'expérience de l'altérité par le dialogue. Pour Boas, on ne peut pas étudier une culture sans ces textes, également parce que l'étude de ces textes, c'est par l'étude de ces textes qu'on pourra mener une étude satisfaisante de la langue et qu'elle pourra aussi être menée plus tard lorsque nous aurons de nouveaux points de vue sur la langue. Boas a donc le sens de l'histoire de l'ethnologie et de la linguistique, que nos points de vue changeront. Je traduis le passage que vous avez sous les yeux. Je ne pense pas que quiconque prônerait l'étude des civilisations anciennes, ou disons des Turcs ou des Russes, sans une connaissance approfondie de leur langue et de leurs documents littéraires dans ces langues. Et les contributions qui ne seraient pas basées sur de tels matériaux ne seraient pas considérées comme acceptables.
Concernant nos Indiens américains, nous sommes dans la situation où pratiquement aucun matériau littéraire de ce type n'est disponible pour l'étude. Il me semble que l'une des choses essentielles que nous devons faire, c'est de rendre un tel matériau accessible. Mes propres publications montrent que je laisse ce type de travail prendre le pas presque sur tout le reste, sachant que c'est le fondement de toutes les recherches futures. Sans cela, une vérification de nos résultats et des études approfondies basées sur tout ce que nous avons recueilli sera pour le moins impossible. Outre cela, nous devons fournir de cette manière la matière indispensable aux études linguistiques futures. Que serait la philologie indo-européenne si nous ne disposions que de grammaire faite par un ou deux spécialistes et non de la matière vivante à partir de laquelle ces grammaires ont été construites, qui est en même temps le matériau sur lequel l'étude philosophique du langage doit être basée. Ce fait n'est nulle part plus évident que dans nos études basées sur les vieilles grammaires missionnaires. Dans celles-ci, les traits caractéristiques des langues traitées sont à tel point obscurcis par le mode de traitement que sans texte nouveau et d'une certaine ampleur, notre compréhension des langues restera toujours inadéquate. De même que nous avons besoin d'un nouveau point de vue maintenant, de même les temps futurs auront-ils besoin de nouveaux points de vue, et pour ceci, les textes et des textes d'une certaine ampleur doivent être rendus accessibles. Alors, je passe pour terminer à la question de l'approche des langues chez Boas, pour dire en quoi Boas a modifié l'approche. On a modifié l'approche. D'une part, on vient de voir que l'étude des langues est à présent liée à l'étude des textes. C'est quelque chose de très nouveau. Et on le voit dans les grammaires que dirige Boas. Vous avez ici l'exemple de sa grammaire du Kwakiutl, qui est publiée en 1911 dans le Handbook of American Indian Languages. Et vous voyez que chaque exemple est suivi d'un numéro qui renvoie en fait à la publication de textes. Donc, chaque exemple de grammaire, chaque exemple est lié à un texte. D'autre part, la langue, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, la langue doit être abordée pour elle-même, dans ses propres termes, selon les groupements psychologiques qui sont ressentis par ses locuteurs. Ainsi, le projet de Boas est ce qu'il appelle une grammaire analytique qui se tient le plus possible éloignée de la projection des grammaires européennes et des catégories européennes. Dans une lettre de 1905 à son collègue Talbitzer, qui écrit la grammaire de l'Esquimau dans le Handbook, il écrit « Je m'efforce de faire en sorte que toutes ces esquisses de grammaire soient purement analytiques, c'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas compte, autant que possible, du point de vue des langues indo-européennes. » Il s'agit donc d'approcher le sentiment de la langue des locuteurs indiens, et finalement d'une expérience d'un vivre indien. C'est ce qu'il écrit à la fin de son introduction au Handbook, en accord avec les conceptions exposées dans les chapitres de cette introduction. C'est une introduction qui fait une 60aine de pages. La méthode de traitement a partout été une méthode analytique. Aucune tentative n'a été faite de comparer les formes des grammaires indiennes avec les grammaires de l'anglais, du latin ou même entre elles. Mais dans chaque cas, les groupements psychologiques qui sont proposés dépendent entièrement de la forme intérieure de chaque langue. En d'autres termes, la grammaire a été traitée comme si un Indien intelligent
était en train de développer les formes de ses propres pensées par une analyse de sa propre forme de discours. Donc, ce qu'il montre tout au long de l'introduction, c'est que des catégories qui nous semblent nécessaires dans nos grammaires et dans nos langues ne sont pas nécessaires pour d'autres langues, et que donc il faut approcher ces langues pour elles-mêmes et dans leurs termes. Donc, il montre ici la nécessité d'expression, donc par exemple en Kwakiutl, pour se localiser. Donc là où les maisons visibles près de moi, invisible près de moi, visible près de toi, invisible près de toi, visible près de lui. Donc toutes ces notions qui sont indispensables à l'expression claire, hein, en Kwakiutl. Il dit, tandis qu'un Esquimau exprimerait ainsi un terme comme cet homme-ci, il devrait dire cet homme près de moi, près de toi, près de lui, etc. Alors, si on regarde les grammaires antérieures à Boas, donc je donne ici 2 exemples, on voit que les grammaires, donc par exemple la grammaire du Hidatsa de Washington Matthews de 1877, poursuit les parties du discours bien connues. De même, la grammaire du Dakota, on retrouve la recherche des pronoms, des verbes, des noms, des adjectifs, des adverbes. Là, les grammaires qui sont proposées par Boas suivent un tout autre ordre, puisqu'il est à la recherche, comme on a vu, des groupements psychologiques. Donc on a, quand on regarde les sommaires, une sorte d'impression de désordre et de non-exhaustivité. Mais en fait, c'est simplement la recherche de ce qui fait sens dans ces langues. Donc voici encore la grammaire du Tsimshian. Alors, pour terminer, je vous renvoie au texte de Boas par lui-même, parce qu'il existe des mines, en fait. On a accès à ces textes, notamment à ces carnets, puisqu'il tenait à jour des carnets lors de ses enquêtes. Donc, dans le livre qui est en haut à gauche, The Ethnography of Franz Boas, il y a ces carnets de terrain chez les Kwakiutl, et on a ces carnets donc chez les Esquimaux de Baffinland également. Et je vous renvoie aussi aux extraits de textes qui sont très complets du Franz Boas Reader, qui a été édité par George Stocking et qui livre un vrai panorama de ces travaux. Et donc je vais m'arrêter ici et je vous remercie.